Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette REF Monde. America is back, cap sur Washington, pour une conversation avec l'un des meilleurs experts de la relation avec les États-Unis, Jean-David Lévite. Bonjour Jean-David Lévite. Bonjour Ulysse. Vous êtes diplomate, bien sûr, ambassadeur de France aux Nations Unies, à Washington. Vous avez été le conseiller diplomatique, le Sherpa de deux présidents, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Dans 10 jours, Joe Biden débarque en Europe. D'abord en Grande-Bretagne pour le G7, puis à Bruxelles pour rencontrer les pays membres de l'OTAN, et puis les Européens. Vous connaissez bien ce genre de réunion. Il verra également Joe Biden, Vladimir Poutine à Genève. C'est un agenda absolument étonnant. C'est vraiment l'arrivée sur la scène mondiale de Joe Biden. Comment vous avez d'abord analysé tout simplement ce déroulé, cet ordre du jour, ces séquences diplomatiques qui vont avoir lieu en juin en Europe? C'est une séquence qui a été très bien conçue parce que, bien sûr, le calendrier est ce qu'il est. Le G7 ouvre la séquence, mais il va être élargi pour la première fois à des pays de ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique. Au-delà du Japon, seront invités le Premier ministre de l'Australie, le président de la Corée et le Premier ministre de l'Inde a été invité pour raison de Covid. Il ne pourra sans doute pas participer. Mais on voit bien que l'intention américaine est d'avoir autour de la table non seulement le bassin atlantique, mais aussi le bassin pacifique. Et ce sont les grandes démocraties de ces deux ensembles qui vont évoquer avec Joe Biden la situation dont nous parlons ce matin. Viendra ensuite l'Alliance Atlantique. Elle n'est pas en très bon état. En même temps, elle va jouer un rôle de plus en plus important compte tenu des défis qui se posent à l'Europe, à ses frontières. Que ce soit la Russie, que ce soit le Moyen-Orient. C'est très important que l'Alliance Atlantique retrouve tout son rôle avec un président américain qui y croit. Et puis, ça sera l'Union européenne et les États-Unis. Là, comme ça a été dit depuis le début de cette matinée, il y a des contentieux qui se sont accumulés pendant les années Trump. Il faut les régler. Il est anormal que depuis des décennies maintenant, Boeing et Airbus s'accusent devant l'OMC, se condamnent, et il faut arriver à dépasser ce contentieux à un moment, et je le dis devant André Tienne, où la Comac, la grande compagnie qui produit les avions chinois, monte en puissance. Donc, arrêtons de nous battre dans l'océan Atlantique sur nos avions. Il faut aussi mettre un terme à ces droits de douane imposés par Trump sur nos exportations d'acier, d'aluminium, avec la réponse européenne qui impose des droits de douane à des produits américains. Et donc, quand tout cela aura été remis d'équerre et que l'atmosphère entre pays alliés se sera rassérénée, eh bien, le président Biden sera en bonne position pour passer de Bruxelles vers Genève et rencontrer le président Poutine. Alors, arrêtons-nous d'abord un instant sur la relation avec l'Europe. Est-ce que vous pensez que Joe Biden va vraiment se réconcilier avec les Européens? Tout à l'heure, Laurence Lavande nous disait qu'il venait en ami, mais est-ce que America First, c'est fini ou pas? Et est-ce qu'on peut effectivement retrouver ce climat de confiance d'avant les années Trump? America First ne sera jamais fini. D'ailleurs, nous, les Français, on dit France First. C'est tout à fait normal. Mais le président Biden, à la différence du président Trump, c'est qu'un des atouts maîtres des États-Unis dans le monde d'aujourd'hui, comme dans le monde d'hier, c'est que les États-Unis ont des alliés. Ils sont à la tête du plus grand réseau d'alliances de l'histoire de l'humanité. Pas seulement l'Alliance Atlantique, mais aussi l'Alliance États-Unis-Japon, l'Alliance États-Unis-Corée, l'Alliance États-Unis-Australie. Et donc, cet atout-là, il veut le réhabiliter, il veut en jouer. Regardez, la Chine et la Russie ont des obligés, mais non pas d'alliés. C'est un atout maître dans la main des Américains. C'est aussi pour les Européens une donnée absolument essentielle. Et donc, relancer l'Alliance Atlantique est un impératif, c'est une volonté partagée. D'accord, mais en même temps, on voit que les Européens sont prudents.
et qu'ils ont même tenté, je dirais, d'accentuer cette volonté de souveraineté. Est-ce que Joe Biden peut l'accepter? Est-ce qu'il peut entendre parler d'autonomie stratégique des Européens? Oui, parce que personne ne nous garantit, comme Laurence Nardon l'a dit, que dans 4 ans, moins de 4 ans maintenant, le président qui succédera peut-être au président actuel ne sera pas Trump ou un homme qui pensera comme Trump a pensé pendant 4 ans. Donc nous avons tiré les leçons de ces 4 années difficiles. Nous avons besoin de bâtir notre autonomie stratégique ouverte. Elle n'enlève rien aux besoins d'alliance, mais l'Europe doit être capable d'assumer ses responsabilités mieux que par le passé. Et vous avez dit tout à l'heure, vous l'avez rappelé, l'OTAN, l'Alliance Atlantique n'est pas en très bonne forme. Emmanuel Macron a parlé de la mort cérébrale de l'OTAN. C'est dans ce contexte qu'arrive Joe Biden pour en parler avec ses alliés. Trump a secoué l'institution. Donc ça va être le moment de rétablir des relations plus normales au sein de l'OTAN? Oui, je le pense. Je le pense parce que c'est un besoin et un désir partagé. C'est la volonté du président Biden avec à ses côtés Tony Blinken, un secrétaire d'État qui connaît bien la France puisqu'il a passé toute son enfance jusqu'au bac à Paris et qui parle parfaitement le français et qui partage notre regard tout en défendant naturellement les intérêts des États-Unis. Donc oui, c'est un désir partagé de redonner un nouvel élan à l'OTAN, à l'Alliance Atlantique, au moment où, aux portes de l'Europe, nous avons tous les défis que nous connaissons, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Biélorussie, que ce soit au Moyen-Orient. Alors vous parlez de la Biélorussie, de l'Ukraine, justement, rencontre Poutine-Biden. Biden qui dit oui, Poutine est un tueur, et ils se voient, ils se parlent. Vous en attendez beaucoup. Tout à l'heure, Alexandre Orlov nous disait que Moscou n'attendait aucune percée stratégique significative. Et vous, qu'attendez-vous de ce sommet? Ulysse, vous l'avez dit, j'ai été le conseiller diplomatique de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, et j'ai vécu donc le dialogue avec les présidents russes. J'ai vécu notamment aux côtés de Nicolas Sarkozy l'affaire de la Géorgie, c'est-à-dire l'entrée des troupes russes en Géorgie en août 2008. Par le dialogue, nous avons obtenu leur retrait au mois d'octobre suivant. Et donc je pense que le dialogue est nécessaire et qu'il peut porter des fruits. Encore faut-il que cette volonté soit partagée. C'est le souhait que je formule aujourd'hui à la veille de cette rencontre très importante entre les présidents américains et russes. Alors, puisque justement vous avez assisté à tous ces sommets dans le passé, comment on fait pour dialoguer avec Poutine, pour trouver un accord avec lui? Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur ce que vous avez vécu? Et peut-être comment faudrait-il que, par exemple, Biden ou Macron dialoguent avec Poutine? Quel est le conseil que vous pourriez donner au président si vous étiez toujours le Sherpa? Écoutez, je ne suis plus le Sherpa et je me garderai de donner des conseils. Mais si je puis partager mon expérience, je dirais qu'il faut parler très franchement, avec sympathie, avec un regard ouvert, mais il faut dire les choses. Et puis, il faut être préparé à des heures de conversation très difficiles, parce que naturellement, le président Poutine est un partenaire, pas un adversaire, mais un interlocuteur très ambitieux, qui sait ce qu'il veut. Mais je pense que le dialogue peut produire des résultats. C'est ce qui s'est passé en août 2008 avec la Géorgie, qui a conduit au retrait des troupes russes. En tout cas, sur l'échiquier européen et même mondial, Poutine est l'un des maîtres du jeu. On a vu ce qu'il a fait notamment en Méditerranée, en Syrie. On voit l'Ukraine, bien sûr, la Crimée, aujourd'hui la Biélorussie. Quel regard vous portez sur Poutine? Tacticien, stratège, quelle est l'analyse que vous faites finalement de son action diplomatique depuis presque 20 ans? Je crois, mais je ne suis pas l'interprète de sa pensée, mais qu'il a un rêve qui serait de reconstituer l'Empire russe tel qu'il existait du temps de Catherine la Grande. Mais je pense que la façon dont il s'y prend est contre-productive. C'est un très bon tacticien. Il a réussi à mettre la main
sur la Crimée, il a lancé le conflit du Donbass pour faire pression sur l'Ukraine. Ce faisant, il est en quelque sorte peut-être le père du nationalisme ukrainien. Avant, les Ukrainiens regardaient la Russie comme le grand frère. Maintenant, c'est plus l'adversaire. Il était possible probablement de récupérer la Crimée à travers un vote contrôlé non pas par des petits hommes verts armés, mais par des observateurs de l'OSCE ou des Nations Unies. Mais ça n'a pas été la voie choisie. Moi, je le regrette beaucoup. Et je pense qu'il faut que l'Union européenne, les grands dirigeants européens continuent à parler au président Poutine pour retrouver le chemin d'une entente positive. Je pense que c'est possible. Alors, parlons du duel Washington-Pékin. Est-ce que l'entente est impossible? Elle est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que, et André Cheng l'a très, très bien dit, la Chine a retrouvé sa place. Elle est l'empire du milieu, et cet empire du milieu est entouré de royaumes dont le rôle est de payer tribut à la cour de l'empereur, si je puis dire. En tout cas, la Chine se voit comme le numéro un. Après un siècle et demi d'humiliation, enfin, la Chine réémerge à sa place. Les États-Unis, qui ont été les numéros un pendant des décennies, ne peuvent pas accepter d'être détrônés, surtout par une Chine qui, comme cela a été dit auparavant, n'est pas la Chine dont on rêvait, celle qui, en adoptant le modèle économique de l'économie de marché, allait tout naturellement adopter les valeurs démocratiques. Aujourd'hui, ces illusions ont disparu, en tout cas pour le moment, et donc c'est une raison supplémentaire pour résister à l'ascension irrésistible de la Chine. Voilà l'ambition en politique étrangère numéro un du président Biden, et pour cela, il est prêt à mobiliser les alliés de l'Indo-Pacifique, l'Union européenne si elle le veut bien, ce qui n'est pas le cas, et donc on est en effet au début du match du siècle. Merci Jean-David Lévit. Pour terminer, sur Joe Biden, est-ce que c'est le nouveau Roosevelt? Est-ce que son plan extraordinairement important pour relancer l'économie américaine va le faire entrer dans l'histoire? Quelles sont ses obsessions? Est-ce qu'il va réussir selon vous? J'espère qu'il sera le nouveau Roosevelt parce qu'il est très conscient des faiblesses internes des États-Unis. Depuis 30 ans, la classe moyenne aux États-Unis voit son niveau de vie baisser lentement, mais sûrement. Il veut arrêter ce déclin des classes moyennes. Il veut augmenter les salaires, notamment de toute cette Amérique blanche, des Grands Lacs jusqu'aux Appalaches, qui voit la montée des minorités asiatiques, etc., aux États-Unis, et qui est l'électorat de Trump. Il a compris que pour casser la main mise par Trump sur le Parti républicain, il fallait aider la classe moyenne à réémerger à un niveau décent. Deuxièmement, il veut reconstruire les infrastructures américaines. Ce n'est pas seulement les routes et les ponts, c'est aussi le système éducatif, le système de santé, etc. Et ainsi redonner tout son élan à l'Amérique. Never underestimate America. Et dans le match États-Unis-Chine, le match n'est pas joué. Et Biden peut rendre tous ses atouts aux États-Unis s'il obtient une majorité au Congrès pour voter les milliards de milliards dont il a besoin. Ça n'est pas acquis, c'est la bataille d'aujourd'hui. Absolument, et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. On verra si effectivement Joe Biden peut faire passer son New Deal au Congrès. Ça va être une bataille très importante, avant évidemment la bataille des élections de midterm qui va arriver très très rapidement. Merci encore Jean-David Lévit et à très bientôt. Je vous propose de rester avec nous pour la prochaine table ronde consacrée à la guerre commerciale, aux guerres technologiques. Dans quelques instants, à tout de suite.